Bonjour à toutes et bienvenue dans le podcast Inspire de la Women's Society. Je m'appelle Agathe, j'ai 35 ans, je suis mariée et j'ai 2 enfants. Oui, je vous l'avoue, c'est très cliché. Bref, que l'on soit célibataire, en couple, marié, divorcé, gay, hétéro, trans, juive, musulmane, sans religion précise, désirant une équipe de foot pour enfants ou être fier de ne pas en vouloir, nous restons toutes des femmes, avec nos problèmes d'hormones, d'image, d'estime de soi, face à notre entourage, face aux diktats de la société, à l'éducation que nous avons reçue ou pire encore face à nous-mêmes. Je recevrai 2 fois par mois des femmes dynamisantes et inspirantes et aussi parfois des hommes qui parleront bien sûr des femmes pour des sujets de tous bords et sans tabou. Des femmes envers lesquelles j'espère que vous pourrez vous identifier pour vous épanouir dans votre vie personnelle et professionnelle au quotidien. Élise Bogossian est une warrior des temps modernes. Experte en traitement de la douleur, elle réalise très vite que sa mission de vie est d'aider les victimes collatérales du terrorisme, qui sont le plus souvent les femmes et les enfants. Via son ONG Élise Care, elle fournit une aide médicale d'urgence aux populations civiles vivant en zone de conflit telles que l'Irak, la Syrie, l'Arménie, la Jordanie ou encore l'Éthiopie, en créant des centres de survivants, des cliniques mobiles ou fixes, ou encore des écoles. En vous rendant sur elisecare.org, vous pourrez faire un don afin de contribuer aux actions de l'ONG et pourquoi pas parrainer un orphelin en Arménie. Je ne vous en dis pas plus et laisse Élise vous conter via son histoire, celle de peuples entiers. Bonjour Élise. Bonjour Agathe. Merci beaucoup, je suis extrêmement ravie d'être avec vous aujourd'hui. Ça fait plusieurs années que j'attends ça, j'expliquerai pourquoi dans l'intro. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez juste vous présenter quel âge vous avez, d'où vous venez et quel est votre métier? Bonjour, je m'appelle Élise Bogossian, j'ai un parcours assez classique. J'ai fait des études de sciences et puis ensuite je me suis engagée, j'ai voulu étudier et approfondir l'acupuncture parce que ça m'intéressait d'avoir une lecture assez globale, plutôt globale du corps humain et de comprendre que finalement les maux dont on souffre ont parfois une résonance bien plus lointaine que celle qu'on lui accorde. Et comme ça m'intéressait de comprendre, de continuer à comprendre les êtres humains et leurs souffrances, je suis partie en Chine, étudier la médecine chinoise pendant plusieurs années. Ensuite, j'ai fait mon DEA au Vietnam où j'ai travaillé sur la douleur. J'ai passé mes diplômes sur la prise en charge de la douleur. Et les premières personnes que j'ai soignées, c'était des vétérans de la guerre du Vietnam et c'est ce qui m'a conduit, peut-être ça a réactivé... Comme je suis moi-même petite fille de déportés arméniens, le fait de me trouver face à des rescapés d'une guerre qui s'était passée quelques années auparavant, contrairement à un génocide qui était beaucoup plus ancien pour moi. Je ne vais pas dire que ça m'a fascinée, mais ça m'a réveillé attirée. Quelque chose peut-être. Ça m'a beaucoup attirée et j'ai voulu aller au contact de cette blessure, au contact de cette douleur, comme si le fait de m'approcher d'elle, ça me permettait peut-être au niveau transgénérationnel, je ne sais pas, d'aller chercher quelque chose de plus ancien en moi, qui faisait partie de fantômes anciens dont j'avais hérité et je ne savais pas comment peut-être en guérir. C'est vrai qu'on porte tous, enfants de survivants, une espèce de mémoire indicible qui est là, qui est latente dans notre vie, qui conditionne certains des choix qu'on fait ou qu'on ne fait pas. Et au Vietnam, j'ai eu ce début d'électrochoc. Et c'est comme ça qu'après, quelques années plus tard, lorsque le conflit a éclaté en Syrie, puis lorsque Daesh est arrivé en Irak, puis lorsque d'autres conflits ont démarré, et plus récemment dans mon pays, en Arménie,
je me suis engagée pleinement. Voilà. Soigner les gens, ça a été une mission pour vous, c'est une mission de vie. Est-ce que vous voyez ça comme ça ? Alors j'ai toujours su oui, que je ferais ça. Après, j'aurais pu choisir une vie plus légère. C'est vrai que parfois, quand je suis envahie par des épreuves ou des difficultés, parce que lorsqu'on est dans des terrains complexes comme ça, on est aussi beaucoup dans des confrontations avec l'échec, avec des sphères difficiles qui sont le pouvoir, la guerre, l'argent. Et c'est vrai que je me suis dit qu'effectivement, j'aurais pu choisir un karma plus simple, plus léger, plus facile, plus superficiel, mais non. C'est vrai que j'ai toujours su que cette complexité-là du monde, l'envie de comprendre aussi, c'était un choix que j'avais déjà fait toute petite. Donc en 2002, vous créez donc l'ONG Elise Care. Alors 2002, c'était en rentrant du Vietnam, où je crée avec des amis de ma promotion, l'association qui a changé de nom après, qui a évolué après, parce qu'au départ c'était juste une association qui visait la promotion, voilà, de la recherche sur l'acupuncture, prise en charge de la douleur, mais après elle a évolué et en 2016 on l'a rebaptisée. Et là elle a été plus orientée sur la prise en charge des rescapés, des survivants et des victimes du terrorisme. Alors, comment vous en êtes arrivé à justement faire quelque chose de totalement différent que ce que vous aviez prévu de base quand vous avez créé l'ONG ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous êtes allé quelque part ? Vous êtes rendu compte qu'il fallait faire quelque chose ? C'était quoi le déclic ? Non, ça a été un ensemble d'opportunités, puis en même temps de nécessités, parce que après mes premières missions en Syrie... Comment vous êtes retrouvée en Syrie ? C'était au moment où le conflit syrien a éclaté. Mes enfants étaient petits, puis c'est l'endroit où mon grand-père a été déporté. Et j'ai voulu aider et aller là-bas soigner la douleur. Justement, c'était la douleur des blessés de guerre. Et puis, après première mission, deuxième mission, troisième mission, au départ, je finançais ça sur mes fonds propres avec l'argent que je levais dans mon cabinet. Je finançais les billets d'avion, des formations, des choses comme ça. Puis après... Il s'est avéré que pour pouvoir aller plus loin, mettre en place des levées de fonds, il valait mieux avoir un statut d'association, puis après il valait mieux avoir un statut d'utilité publique pour pouvoir défiscaliser, etc., etc. Et c'est comme ça que l'association a pris de plus en plus de place. C'était une nécessité administrative pour pouvoir effectivement, à l'époque, créer une page Facebook, avoir un compte PayPal, enfin tout ça c'était logique pour pouvoir encaisser des dons et faire... plus longtemps et plus grand, des soins pour les blessés. Donc c'était vraiment au départ, mettre un cadre administratif pour pouvoir continuer, c'est tout. Donc vous êtes parti et vous êtes reparti et ça a fait effet boule de neige, quoi, c'est ça ? Oui, à partir du moment où je suis partie, la première fois en 2012, j'ai jamais arrêté depuis, je suis partie tous les mois et en Syrie, puis après Liban, Irak, et puis... L'Irak s'est intensifié en 2014 lorsque Daesh est arrivé, après Mossoul, qu'il y a eu cette grande exode des minorités qui étaient persécutées, les femmes étaient enlevées par Daesh, les enfants étaient enrôlés pour devenir justement cette chair à canon qu'ils ont utilisée ensuite dans d'autres pays. Mais moi je voyais pas cette mission en pointillé ni en one shot. Donc là on a posé les bagages en Irak et j'ai enregistré l'ONG là-bas. Et puis on a commencé à travailler avec l'ONU, avec le gouvernement et avec le tribunal. Et c'est là-bas que j'ai mis en place notre plus grande mission finalement, puisqu'on soigne à ce jour encore 100 000 personnes par an. Et puis on a développé une équipe de personnel soignant, de psychologues, de chirurgiens pour réparer les femmes, de spécialistes dans le suivi, la gestion des grossesses issues de viols. Et donc là-bas, on a mis en place des unités mobiles de soins, des cliniques fixes, parce que dans le désert, il fallait construire du dur, des camions qu'on a désossés complètement, aménagés en mini-hôpitaux, blocs de chirurgie.
Et oui, après, c'est vrai que l'Irak, dès 2014, a été notre plus grosse mission et jusqu'à aujourd'hui, elle est notre plus grosse mission et aussi ma plus grande fierté. Qu'est-ce qui se passe pour les femmes en Irak ? Le statut des femmes dans cette région du monde, elle est assez complexe déjà. À la base, sans Daesh, on est dans une société très patriarcale où les femmes... Très peu de femmes dans certains villages ne vont même pas à l'école. Elles sont souvent mariées de force au sein même de leur communauté. C'est très tribal. Vous avez ces villages où les familles possèdent des terrains et arrangent les mariages pour que les terrains restent dans les familles. Et donc, souvent, les petites filles sont mariées dès l'âge de 9 ans, 10 ans. Alors le tribunal islamique interdit le mariage des filles avant 12 ans. Ce qui est pas mal. Vous avez beaucoup de chance quand vous vous mariez à 12 ans. C'est voilà. bien, c'est bien. Mais vous en avez énormément qui se marient plus tôt parce que comme ça, on est certain que la fille est promise à la famille, on est certain qu'elle ne va pas être violée, on est certain, c'est une manière aussi de protéger les filles et puis surtout de s'approprier et de garantir la filiation. Et des petites filles comme ça qui se retrouvent à déménager pour aller vivre chez leur belle famille et qui n'ont pas reçu d'instruction, donc elles ne remettent absolument pas en question ça. Chez les Yézidis, c'est différent, mais quand même, c'est pareil. Ce sont quand même des femmes qui sont soumises à la loi de l'homme, des femmes qui ne choisissent pas leur mari, des femmes qui se marient très tôt, qui ont énormément d'enfants, qui ne vont pas nécessairement à l'école. Par exemple, on a, nous, dans les camps, pourtant ce sont des camps où vivent les membres d'une même communauté, donc ils sont censés vivre en paix. On a énormément de femmes qu'on reçoit en consultation. Elles ne nous le disent pas, parce qu'elles ne pourraient jamais le dire. Mais lorsqu'on les examine et qu'elles ouvrent la chemise, ou qu'on soigne le dos, qu'on fait une inspection, on a énormément de femmes battues avec des traces, des marques très visibles, et des femmes qui ne porteront jamais plainte, des femmes qui ne se plaigneront jamais, des femmes qui ne vous diront jamais que leur mari ou leur frère les bat. Et combien même elles le feraient, dans la minute même, elles perdent la maison, les enfants, elles perdent tout. Et une femme qui est répudiée comme ça parce qu'elle a porté plainte contre son mari, d'abord la police ne recueille pas la plainte, l'hôpital non plus, et c'est une femme qui va être humiliée. Donc oui, le statut de la femme en Irak, il est assez complexe. On a même avec nos femmes classiques qu'on soigne en consultation, lorsqu'il faut leur donner un traitement, il faut toujours l'autorisation d'un homme dans la famille. Alors pour les contraceptions, je vous en parle même pas, c'est un non-sujet, on évoque ce sujet-là. Il est hors de question pour une femme qu'elle prenne une contraception. Et voilà, en fait, on est dans un système où on s'adapte. Et alors du coup, vous, comment vous êtes reçue là-bas ? Je m'adapte toujours partout où je suis, en Syrie, en Irak, en Éthiopie, dans des pays où je me sens chez moi, dans des pays où je me sens pas chez moi, je m'adapte partout. Et c'est vrai que je sens bien au début, en 2014, quand je suis arrivée, 2013-2014, que je viens dans des institutions pour faire reconnaître mon association, pour demander des autorisations, des laissez-passer pour mes bus sur les checkpoints. Je vois bien, les mecs, ils hallucinent. Ils disent, qu'est-ce qu'elle fait là ? Une femme qui est là en train de défendre son steak. Enfin, c'est vrai que je vois bien que c'est pas simple, mais comme je reste toujours respectueuse et que je m'adapte et j'utilise leur code relationnel, il y a des façons de faire, vous regardez pas les hommes dans les yeux, la façon de vous habiller, la façon de vous coiffer, de porter ou pas le voile, des choses comme ça.
moi je m'adapte et je respecte toujours les règles du pays. L'idée c'est de pouvoir travailler dans de bonnes conditions, pas être menacé, pas être l'objet de convoitise, ni d'instrumentation, ni quoi que ce soit. Donc je m'adapte et puis je fais en sorte que mes équipes aussi, on est là pour aider le pays, pas pour venir en colon, imposer notre vision du monde et vouloir que le monde nous ressemble, soit l'image de ce que nous on veut, pas du tout. Donc les personnes finissent, notamment les hommes, parce que si vous vous occupez beaucoup des femmes aussi, ils finissent par comprendre... Pour cet homme, par exemple, qui battait sa femme dans le camp, alors évidemment, j'avais envie de lui casser la figure. Moi, dès qu'on touche aux femmes, ça m'énerve. J'avais envie de... Mais je pouvais pas, parce que si je faisais ça... déjà sa femme je ne la reverrai plus jamais, ses enfants et ses petites filles non plus, donc alors on a essayé de la jouer fine, c'est-à-dire que j'ai reçu en consultation le monsieur qui est hyper nerveux, qui vous laisse pas en placer une, qui a raison sur tout, qui se plaint parce que sa femme fait trop cuire le plat, voilà. Et là, on sent bien que de toute façon, vous ne pouvez pas aborder cette question-là parce que, en plus, c'est quelqu'un qui change de visage, qui peut être très gentil subitement, voire même vous faire des petits sourires sympas pour vous séduire, vous montrer que c'est un homme gentil et que finalement, sa femme, en fait, elle fait que des conneries. En plus, elle sait pas élever les enfants, elle lave pas bien le linge, et pourtant, elle a tout. Ouais. Donc je les connais, ce type de comportement, mais je vais pas le prendre en frontal, je peux pas, et surtout pas dans ce pays-là, parce que il suffit que après c'est la police, enfin c'est très compliqué. Donc on a contourné ça, c'est-à-dire que on a fait en sorte de garder un lien avec lui pour pouvoir continuer à soigner sa femme, et on a fait en sorte, à travers une bronchite chronique que cette femme avait, faire en sorte que pendant sa consultation, il y a un psychologue qui l'écoute, qui l'aide, qui lui fait beaucoup de bien. Et voilà, on prend en charge la femme comme ça. Après, ce qu'on a fait, nous, et ce qu'on continue à faire, on a mis en place des campagnes de sensibilisation de violence, sur les violences faites aux petites filles et aux femmes, mais surtout les petites filles, et on fait un travail d'éducation avec les enfants dans les camps. On appelle ça le programme STOP, et c'est vrai que on crée des espèces, c'est les psychologues qui font ça dans les ateliers paix et résilience, où on a des ateliers mixtes, on fait ça aussi avec l'atelier marionnette, où les garçons et les filles jouent ensemble jusqu'à un certain âge. Les parents tolèrent que les filles et les garçons soient mélangés, jusqu'à 8 ans généralement. Et là, on fait tout un travail de pédagogie sur le vivre ensemble, sur la place des filles, l'importance de parler gentiment, doucement, que les filles peuvent aller à l'école, et en fait on a initié quelque chose de sympa depuis quelques années dans les camps, et toutes les filles dans nos camps vont à l'école maintenant. Oui, c'était ma question, voilà. Ouais, toutes elles vont à l'école. Est-ce que vous avez créé des écoles Ouais, on a des écoles dans les camps qui sont gérées par l'UNICEF, et toutes les filles sont inscrites. Et est-ce que vous avez assez de recul pour voir si justement le fait que les filles aillent à l'école, ça a un impact ? Oui, parce que nous, on est un peu en médiateur dans ce camp, où on est un peu la référence médicale, il y a le psychologue qui est là, puis comme on a les femmes violées qui sont revenues, les femmes qui étaient prisonnières de Daesh qui sont revenues dans le camp, si vous voulez, on est un peu une référence physique, médicale, psychologique, mais aussi spirituelle pour les femmes qui ont du mal avec leur maternité, tout ça. Et donc, on a une voix quand même qui est écoutée. Les hommes nous respectent maintenant, parce que ça fait quand même un certain nombre d'années. C'est vrai que c'est un baromètre intéressant, le baromètre du temps, parce que toujours, dans n'importe quelle mission, que ce soit avec des gens de vos pairs ou vos adversaires, c'est le temps, la patience, la persévérance qui fait que finalement, vos valeurs, vos idées, elles restent. Et le reste passe. Vous avez jamais eu peur d'aller là-bas? Et puis vous avez dit que vous êtes mère de famille. Non, j'ai jamais peur. C'est vrai. Et vos proches? Je les rassure pour qu'ils n'aient pas peur, donc on n'a pas peur. Voilà. C'est bien, puisque
ça peut donner beaucoup de courage à beaucoup de femmes. Bon, c'est quand même extrême ce que vous faites en termes d'aide, en termes de tout. Moi, je trouve ça magnifique. Mais effectivement, c'est très intéressant d'avoir votre avis. On va parler un tout petit peu d'actualité, puisque c'est ce qu'on voit beaucoup sur Instagram en ce moment. Alors moi, j'ai une question toute bête. Qu'est-ce qui se passe en Arménie ? Bah là, c'est un peu trop tard. C'est-à-dire que la guerre est finie. On a perdu 3/4 de nos terres dans le Haut-Karabakh qui ont été reprises par l'Azerbaïdjan, soutenues par la Turquie. Ça a été une guerre très inégale où une armée arménienne non militariste et non préparée qui a une guerre de retard parce que elle était dotée d'un ancien armement qui datait de l'URSS et qui n'était pas entraîné ni préparé comme l'Azerbaïdjan l'a fait, qui de plus avait toute la manne sur les hydrocarbures qui lui a permis d'ouvrir son marché sur un armement international très sophistiqué. Et donc c'est une guerre qui a été rapide, violente, frontale et agressive. On a perdu énormément de soldats qui n'étaient pas soldats à la base, qui étaient des étudiants et on a perdu une jeunesse précieuse et aujourd'hui l'Arménie est en deuil et nous sommes tous en deuil. Et du coup vous vous rendez là-bas et qu'est-ce que vous faites là-bas ? Alors je suis allée 2 fois pendant le conflit, là dans quelques jours je repars et on apporte une aide médicale, on équipe des structures qui sont sous-équipées, on amène des ambulances et on soutient des équipes sur place, des équipes opérationnelles, des chirurgiens qui n'ont pas de matériel pour opérer, des pompiers qui n'ont pas ce qu'il faut pour assurer les premiers secours. On fait des formations aussi sur le damage control, les premiers secours. Et puis on équipe, parce que l'Arménie est sous-équipée. Si on a envie d'aider, comment on fait ? Aujourd'hui, l'idéal reste de faire un don. C'est vrai que là, on a un avion qui part avec 100 tonnes de matériel, de vêtements, de nourriture, de vivres. On est avec plusieurs associations et on a pu saturer, remplir à ras-bord l'avion. Comme l'avion était pris en charge et offert par le gouvernement, c'était facile. Mais sinon, faire un don reste plus simple parce que le transport coûte cher en fait. On peut pas, si on n'a pas l'opportunité d'un avion offert par l'État, collecter des vêtements et des crayons de couleur, surtout pas. Enfin, c'est quelque chose d'abord que nous on fait pas. Et surtout, après c'est le prix du transport. Donc les dons sont essentiels. Ça nous permet d'acheter des médicaments, d'acheter un échographe, des instruments de chirurgie, de pouvoir collecter pour acheter une ambulance. Donc les dons, l'argent reste idéal, d'autant que maintenant en plus on défiscalise facilement et voilà. D'accord, donc j'ai vu que quand on va sur votre site internet Eliscare, on peut faire un don directement. Oui, c'est partout visible sur le site, sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Les liens sont visibles et réactivés régulièrement. Vous arrivez à prendre du recul sur tout ça ? C'est votre quotidien finalement, mais quand vous rentrez chez vous, quand vous revenez d'un voyage comme ça, d'un pays en guerre, vous avez l'air d'être une femme très sensible, vous parlez doucement, vous avez l'air... Comment... Oui, est-ce que vous arrivez à prendre du recul là-dessus ? Parce qu'il y a quand même un monde entre ce que vous voyez là-bas et quand vous revenez ici. Oui, ça dépend des fois. Des fois, ça va plus vite, ça passe plus vite, on réatterrit, enfin je réatterris et la suite, la vie parisienne s'enchaîne avec ses intensités et puis le sas de décompression que j'ai est celui de l'aéroport finalement, le temps du vol et puis après une fois que je suis arrivée, j'enchaîne. Là c'est vrai que c'est un peu plus différent, d'abord parce que c'est mon pays. Je suis sentie particulièrement concernée parce que c'était mes frères, c'était mon pays, ma terre, notre patrimoine, nos églises, nos monastères, notre jeunesse. Donc oui, c'est un peu plus difficile de prendre du recul, c'est quelque chose qui vous obsède finalement, et puis vous vous dites 100 ans après, c'est la même histoire qui se répète avec les mêmes acteurs, les mêmes agresseurs.
et sous le silence assourdissant de la communauté internationale. C'est quelque chose qu'on n'a pas digéré, en fait. Nous, les Arméniens, les 7 millions d'Arméniens de la diaspora arménienne dans le monde entier, cette solitude que nous avons vécue pendant les 50 derniers jours et manque de soutien, l'absence totale de soutien de la communauté internationale nous a fait l'effet d'un coup de poignard dans le cœur. C'est quelque chose qu'on a encore du mal à digérer et à accepter. Mais d'où ça vient, ça ? Pourquoi personne n'en parle ? Je pense que la Turquie, deuxième puissance de l'OTAN, il n'y a pas beaucoup de gens qui s'élèvent contre la Turquie. Vous voyez quelqu'un s'élever contre la Turquie ? Et je pense que on négocie pas sa liberté avec un trompe-l'œil. Et de croire que de discuter ou d'apaiser un conflit, de prendre sur soi, de baisser les yeux sur des drames qui se passent au prétexte de ne pas vouloir s'opposer à la Turquie en pensant qu'elle va se calmer, c'est se tromper. On l'a vu hier en Syrie, en Irak, aujourd'hui en Arménie, en Libye, à Chypre, la Turquie, en Grèce. La Turquie ne s'arrêtera jamais. Et personne ne l'a arrêté, tout le monde la laisse faire. Voilà. En tout cas, vous faites de votre mieux. Oui. Voilà. Oui, après c'est pour ça, pour répondre à votre question, est-ce que je pense à moi ? Oui, bien sûr, je m'occupe de mes enfants et de mes patients, et puis de l'association, mais c'est vrai qu'on est encore dans la période du deuil difficile. Voilà, c'est tout récent, ça fait une semaine qu'il y a eu ce cessez-le-feu. Là, on est à l'heure du constat, des dégâts, des territoires perdus. Vous êtes peut-être encore en train de voir ce que vous pouvez faire, comment vous pouvez aider par rapport aux conséquences. Tout à fait, oui, tout à fait. C'est pour ça que je suis rentrée une semaine et je repars à la fin de la semaine. Là, on est vraiment tous mobilisés et tous en même temps sidérés, et en même temps on a compris qu'on pouvait compter que sur nous. Voilà. Écoutez, Élise, merci beaucoup. Merci pour votre honnêteté. Merci à vous, Agathe. Merci de nous avoir éclairés. Et bon courage pour la suite. Merci. À très bientôt. Beaucoup. À bientôt, Agathe.